Hello hello! Alors ici on va continuer les cours de Blender avec l'éclairage. Donc on va regarder un petit peu le fonctionnement des lampes et les manières d'éclairer votre scène dans Blender. Alors attention, cet éclairage va être dépendant du moteur de rendu que vous allez sélectionner. Donc en fonction de si vous êtes sur Eevee ou sur Cycle, vous allez avoir des fonctionnements un peu différents au niveau de l'éclairage. Il y a des choses qui fonctionneront soit sur Eevee, soit sur Cycle, mais pas forcément sur les deux. Donc on va ici commencer par voir le fonctionnement de l'éclairage dans Eevee. Étant donné que j'ai pas encore fait le cours sur Eevee, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les options qui sont à cocher dans le moteur de rendu pour que on puisse faire les tests ici d'éclairage et que ça fonctionne sans problème. Donc moi ici, dans les paramètres de rendu, donc bien faire attention ici d'avoir Eevee de sélectionner, je vais cocher Ambient Occlusion et Screen Space Reflection. Dans Screen Space Reflection, je vais aussi activer les réfractions. Alors je suis pas sûr qu'on en aura besoin, mais voilà, je préfère les mettre pour être sûr que le cas échéant, ça soit déjà activé. Et je pense que, oui, ce qu'on va faire aussi, c'est on va augmenter un petit peu la qualité des ombres ici. Donc ici, je vais mettre 2048 et 2048, je ne vais pas non plus partir dans des choses trop compliquées. Voilà, donc ça maintenant, je vais le replier. Et les samplings, pour l'instant, je ne vais pas y toucher. Vous allez voir que dans la suite de la vidéo, à un moment, on aura besoin de venir utiliser ce panneau Indirect Lighting. Donc ça, on verra ça par la suite, mais je vais le laisser déjà ouvert, comme ça, on y accédera plus facilement. Alors voilà, là on est prêt, on va pouvoir regarder un petit peu les lampes. Donc, dans votre scène par défaut, lorsque vous avez ouvert Blender, vous avez une caméra qui a été créée, mais vous avez aussi une lampe. Alors la caméra je l'ai virée parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Mais on a ici une lampe qui est de type point light, donc c'est une lumière omnidirectionnelle qui va envoyer de la lumière dans tous les sens. Là pour l'instant, bah, si je la déplace, on voit pas grand chose, tout simplement parce que je suis en mode solide et que l'éclairage ne s'affiche pas par défaut ici en mode solide. Donc je vais activer maintenant le mode rendu, avec le bouton qui est ici en haut à droite. Et là maintenant on a vraiment notre éclairage tel qu'il serait au niveau du rendu. Alors je vais déplacer un petit peu mon cube, et pour avoir une base de scène, enfin quelque chose sur lequel on puisse faire des tests, je vais ajouter un plan. Voilà, ça va me permettre de faire des tests au niveau de l'éclairage et de voir un petit peu le fonctionnement des ombres, surtout par rapport à mes lampes. Donc les point light, on va pouvoir les déplacer. Donc vous pouvez les déplacer dans votre scène et vous voyez que instantanément ça va changer votre éclairage. En revanche, il n'y a pas d'utilité de les tourner ni de les scaler, ça n'aura pas d'influence particulière. Donc c'est vraiment juste le déplacement et la position de la lampe dans l'espace qui va compter. Et lorsque je sélectionne cette point light, on a des options qui sont, on a un onglet spécifique dans les properties qui vont me permettre de changer les propriétés de la lampe. Alors avant de toucher ces propriétés, je vais peut-être vous montrer aussi comment on peut ajouter des lampes. Donc là, c'était la lampe qui était par défaut, donc je vais l'effacer. Et je vais faire Shift A. Donc comme pour n'importe quel objet, vous allez pouvoir, dans le menu Add, trouver ici un Light. Et vous avez plusieurs types de lampes que vous allez pouvoir ajouter. Donc nous ici, pour l'instant, je vais remettre une Point Light, celle qui était par défaut, mais vous voyez que j'en ai trois autres. Donc un Sun, un Soleil, un Spot et une Area Light. Donc c'est une lampe qui va être avec une forme spécifique. Donc nous, pour l'instant, ici, on va mettre Point. Je vais le déplacer. Vous voyez que là, elle est un petit peu faiblarde. Je vais devoir augmenter sa puissance pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe dans la scène. Alors au niveau des propriétés, on va tout de suite attaquer ça. Donc vous voyez que j'ai la possibilité de changer la couleur de ma lampe. Rien de compliqué par rapport à ça. On a une puissance qui est exprimée en watts. Je peux augmenter ici la puissance de ma lampe. Je vais remettre ce qui était, je crois que c'était 200 par défaut. Bon, ici je vais enlever la couleur pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ensuite, vous avez un paramètre spéculaire. Alors ce paramètre-là, un peu étrange, je vais peut-être le mettre ici sur le plan pour que le voyez bien. Donc ici, si vous regardez, j'ai un spéculaire qui est visible sur mon plane, simplement parce que mon matériau, le matériau de mon plane ici, il me met le matériau par défaut. Et donc j'ai un roughness qui est pas à 1, donc j'ai un spéculaire qui est visible, et si je le diminue encore, vous voyez que j'ai vraiment... j'ai ici l'emplacement de ma lampe qui se reflète. Donc je vais remettre à 0,5 parce que ça se voit suffisamment bien. Donc dans les propriétés de ma lampe, j'ai un paramètre spéculaire qui me permet de désactiver le spéculaire de ma lampe. Alors ça, à quoi ça sert? Vous allez me dire, c'est bizarre parce que normalement une lampe, on verrait le spéculaire de toute façon. Alors effectivement, c'est pas un paramètre qui est physiquement correct, j'ai envie de dire, mais aussi parce que
en 3D, on a parfois besoin de tricher, et donc on aura besoin parfois de mettre des lampes qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas existantes dans la réalité, un peu pour tricher comme on pourrait le faire au cinéma d'ailleurs, hein. Et donc on a cette possibilité d'enlever le spéculaire pour pouvoir éclairer notre scène, mais sans avoir de spéculaire qui se fasse sur les objets. Donc ici, je vais le remettre. Pour l'instant, c'est une vraie lampe, donc j'ai pas besoin de l'enlever. Ensuite, nous avons un radius. Alors, je vais déplacer la lampe pour que ça se voit bien. Alors, ce radius, c'est tout simplement le rayon, la taille de notre point light. Donc là, vous voyez que pour l'instant, mon rayon est à 0,25, c'est-à-dire que j'ai une lampe qui fait 50 cm. C'est un peu comme si j'avais une ampoule, une sphère lumineuse qui faisait 50 cm de diamètre, ou 25 de rayon, qui va éclairer. Et donc, étant donné que c'est pas un point, pas une lumière vraiment ponctuelle, mais qu'elle a une taille, on va avoir un fonctionnement où les ombres vont être très nettes là où on a un contact entre deux objets. Donc là, vous voyez que le cube qui est posé sur le plane, l'ombre qui se trouve au bord ici du coin du plane est bien nette. Et plus je vais m'éloigner, donc plus l'objet va être loin de son ombre quelque part, plus l'ombre va être floue. Et ça vient du fait que mon objet a une taille. S'il était à 0, donc si j'enlève la taille ici, que je fais vraiment une lumière ponctuelle qui part tout d'un point, ça pourrait être une lumière LED par exemple, mais qui est très très forte sur une seule LED, on aurait quelque chose où vous voyez que les ombres seraient très nettes. Si maintenant j'augmente ça vraiment très fort, vous voyez que ça devient vraiment très très flou. Alors ne vous inquiétez pas, hein, ici les petits bugs d'affichage que vous avez là, c'est uniquement dû au fait que j'ai pas mis énormément de samples dans le rendu pour que ça aille vite. Et donc, c'est pas parfait. Au moment du rendu, je pourrais très bien booster ça et avoir une ombre qui soit beaucoup plus jolie que ce que j'ai ici, hein. Donc ici, je vais redescendre ça, je vais mettre 0,1. Voilà, ça me fait une lampe de 10 cm. Donc vous voyez que ça vient un peu flou, mais c'est pas dans l'excès non plus. Donc ça, ce sont les propriétés par défaut du point light. Ensuite, nous avons la possibilité d'activer une custom distance. Alors la custom distance, c'est si vous voulez limiter votre lampe à un endroit précis. Donc là, pour l'instant, pour savoir si c'est illuminé ou non, il se base uniquement sur la puissance de la lampe et sur l'atténuation de la lumière au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette lampe. Donc il n'y a pas de chose particulière, il utilise un peu la physique pour savoir à quel moment on doit avoir de l'éclairage et à quel moment il n'y en a plus. Mais je peux, encore une fois, dans cette optique de pouvoir tricher un peu, je peux ici mettre une distance et donc limiter. Je peux ici limiter le rayon d'influence de ma lampe et donc le mettre plus petit que ce que ça serait normalement, ce qui va me donner quelque chose d'un petit peu étrange, parce que j'ai un éclairage qui est très fort, mais qui en même temps ne va pas très loin. Donc encore une fois, voilà, c'est un paramètre qui est accessible. Je vous conseille de l'utiliser uniquement quand vous en avez besoin, hein. Ça sert à rien d'activer ça si votre éclairage fonctionne sans. Ensuite, on va arriver dans les paramètres de Shadow. Alors là, je vais passer un peu de temps là-dessus parce que c'est des paramètres que vous allez retrouver un petit peu dans d'autres parties, d'autres lampes. Alors le premier onglet, c'est ce qui va concerner le clip, donc le clip start. Alors le clip start, pour vous montrer un petit peu quel est l'intérêt de ce paramètre-là, qu'on va quand même utiliser assez souvent, c'est pour demander à ce que les ombres ne commencent pas directement au niveau de la lampe, mais qu'elles commencent à se faire un peu plus loin. Quel est l'intérêt de ça? C'est de temps en temps, vous aurez besoin de mettre une lampe dans un objet. Imaginons que vous avez fait une lanterne, vous avez fait un objet qui est censé illuminer votre scène, et donc la lumière doit venir du centre de cet objet-là, mais le problème c'est ça, c'est que votre objet il est modélisé, vous avez peut-être mis des vitres, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas transparentes parce que vous avez voulu travailler, je ne sais pas, sur une lanterne mais qui est un peu cartoon, et donc il n'y a pas de transparence sur votre objet. Le problème de ça, c'est que si vous mettez ici, c'est pas un cercle, c'est une sphère que je voulais faire. Voilà, si je crée une sphère et que je la mets autour de ma lampe, voilà ce qui se passe. La sphère fait des ombres, et donc je ne vois plus ma lampe. La solution de ça, c'est de prendre le point light et de venir ici dans les paramètres de Shadow, augmenter le clip start. Donc ici, voilà. J'ai augmenté le clip start, c'est-à-dire que maintenant les ombres ne se font qu'à partir de 35 cm. Et donc vous voyez que maintenant j'ai plus d'ombre. Alors si j'en ai encore un petit peu, je vais encore l'augmenter un chouïa. Voilà. Là ici vous voyez que j'ai bien les ombres de mon cube, mais j'ai plus l'ombre qui vient de ma sphère.
Donc ça, c'est vraiment très pratique quand vous avez besoin de mettre une lampe dans un autre objet. Le gros souci qu'on va avoir, c'est que c'est malheureusement pas parfait ni magique. Ici, si j'approche un peu trop ma sphère, de temps en temps, vous allez avoir le problème de devoir régler vraiment très finement. C'est-à-dire qu'ici, si vraiment j'approche ça très fort, je risque d'avoir des soucis. Voilà, vous voyez que je commence à avoir des problèmes ici de ce qu'on appelle de light leaking, donc de la lampe qui va passer à travers. Et le gros souci, c'est que là, ça va demander parfois de passer un peu de temps pour vraiment bien régler et avoir quelque chose où, vous voyez que si je vais pas assez loin, je vais avoir des traces ici. Donc parfois, voilà, ça nécessite un petit peu de réglage, mais dans l'absolu, ça fonctionne plutôt bien. Alors ensuite, on va avoir, donc ici je vais enlever ma sphère, hein, j'en ai plus besoin. Hop. On va avoir le bias. Alors le bias, c'est quelque chose d'assez particulier qui va nous permettre de résoudre lorsque vous avez, je vais mettre ici la lampe rasante, ici, on va avoir, vous voyez qu'ici ça illumine légèrement le dessus de mon cube, alors que ma lampe est en dessous. Si je me mets ici en vue de côté, vous voyez que ma lampe en fait est dessous. Alors c'est en partie parce que le rayon de ma lampe est grand, donc vous voyez que si j'augmente ce rayon, ça va encore augmenter l'effet. Mais le problème, c'est surtout la manière dont les ombres sont calculées. C'est malheureusement pas quelque chose d'aussi parfait que ce qu'on pourrait avoir dans Cycle, donc ça va pas être aussi précis. Donc ça reste une sorte d'interpolation, et on a un réglage ici qui nous permet de changer ce paramètre-là. Donc vous voyez que si je le diminue, je vais avoir quelque chose qui va être plus précis au niveau des ombres. Mais le gros souci de ça, c'est que on risque d'avoir des bugs. Lorsque vous allez avoir un objet où les rayons de la lumière seront vraiment parallèles à la surface, vous risquez d'avoir des petits bugs visuels, l'impression d'avoir des traces, des choses un peu sales au niveau de vos ombres. Et malheureusement, bah, vous serez obligé de jouer avec ce bias pour essayer, en augmentant, de réduire ce problème-là. Mais bah, vous voyez que je vous en crée un autre quelque part. Bon, après, c'est un choix. Vous savez que de toute façon, ça ne sera pas forcément parfait et que donc, il faudra jouer avec ce paramètre-là pour trouver le bon réglage par rapport à votre cas. Ça veut dire aussi que, de temps en temps, ce paramètre-là, il faudra le changer par scène. Si vous êtes en train de faire une animation, il y a peut-être des scènes où ça posera pas de problème, et peut-être une scène ou un plan où vous avez votre lampe qui est à un endroit où ça pose souci. Donc à ce moment-là, il faudra re-régler le bias juste pour ce plan-là. Donc voilà pour les premiers paramètres. En gros, c'est si vous n'avez pas de souci, n'y touchez pas, tout simplement. Hein. C'est vraiment des paramètres qu'on va uniquement venir modifier si on a un souci dans la scène. Ensuite, on a les contacts shadow. Alors ici, je vais faire bien attention quand même de mettre mon objet sur le plan. Sur le plan, voir qu'il traverse hein, le plan, c'est pas forcément gênant. Voilà, donc ici j'ai bien posé mon cube sur le plan, précisément, et vous voyez que j'ai quand même un petit souci ici sur le coin du cube, il y a un petit décalage. Donc ça, c'est dépendant de plusieurs paramètres, et notamment du paramètre ici de bias. Vous voyez que si je l'augmente très fort, il vient décaler cette ombre. Pourquoi? Parce qu'il crée un léger décalage entre le début de l'objet et le début de l'ombre et l'objet. Et donc, ça peut poser ce genre de problème. Mais comme on peut difficilement le mettre à 0, le bias, ou en tout cas à 0,001, parce que ça peut créer des problèmes justement sur certains types de géométrie. On a souvent une petite valeur, d'ailleurs le paramètre par défaut je crois c'est 1. Et donc on va avoir ce petit décalage. Alors ce petit décalage on peut le résoudre en partie si vraiment il pose problème. Je vous dis, voilà, si vous êtes suffisamment loin de l'objet, ça n'aura pas d'incidence, c'est vraiment si vous êtes très près. Le problème, on va pouvoir le résoudre avec les contacts shadow. Alors les contacts shadow, c'est un type d'ombre bien spécifique, qui est un peu particulier, qui ne va pas du tout utiliser le même algorithme qu'on utilisait pour les autres ombres, et qui va se baser, en fait, c'est un petit peu... il va se baser sur un truc un peu similaire au screen space reflection, c'est-à-dire qu'il va se baser sur l'image et les pixels qui sont affichés, pour créer des occlusions aux endroits où normalement il devrait avoir une ombre et où il n'y en a pas. Alors c'est assez particulier, je vais tout de suite vous le montrer ici, je vais l'activer, vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, vous voyez que rien qu'en l'activant, sans rien toucher au niveau des paramètres, on a résolu ce problème du coin de l'objet. Donc ici, j'ai plus du tout de soucis à ce niveau-là. Il faut juste faire attention, c'est que vous risquez d'avoir des soucis de temps en temps ailleurs. Donc si vous regardez ici, par exemple, voilà,
Si je zoome sur ma sphère qui est très proche ici du cube, vous voyez que j'ai des petits bugs qui sont apparus, et voilà, en tournant ici, j'arrive aussi à en avoir là. Donc tout ça, ce sont des paramètres qu'il va falloir régler pour essayer de corriger au mieux ces problèmes-là. Ça sera malheureusement pas parfait. Alors pour vous le montrer, je vais peut-être partir sur autre chose. Je vais faire un plan. Je vais exprès venir mettre quelque chose comme ça. Et je vais le mettre ici, sur le côté, voilà. Donc ici, j'ai fait exprès de mettre un plane, donc sans épaisseur, presque dans l'alignement de ma lampe. Ça va me permettre de vous expliquer vraiment clairement à quoi correspondent ces paramètres. Donc vous avez le premier paramètre qui est le paramètre de distance. Alors ici, si vous regardez mon plane, alors je vais peut-être essayer de le décaler quand même un petit peu. Là, voilà. Et je vais diminuer la taille de ma lampe. On verra d'autant mieux. Donc ici, j'ai mon plane. Vous voyez que j'ai un problème de light leaking. J'ai ici une ligne blanche qui correspond à de la lumière qui traverse, tout simplement parce que c'est pas suffisamment précis pour l'instant pour corriger ça. Donc le premier paramètre de distance va me permettre de changer la distance à laquelle il vient chercher, en termes de pixels, il vient chercher les occlusions. Au niveau workspace, pardon. Donc il vient chercher les objets en fonction de leur position et voir s'il y a des contacts entre les objets. Donc là, ici, en augmentant ce paramètre-là, vous voyez que j'ai résolu ce problème de light leaking, mais il y a un autre souci qui apparaît, qui est celui-là, où en fait, c'est tout simplement, il vient créer, au niveau des occlusions, des contacts shadow, pardon, il est venu créer un contact shadow à un endroit où normalement il n'aurait pas dû. Donc ça, malheureusement, quand vous allez changer la distance, vous pouvez vite avoir des choses qui deviennent un peu étranges. Donc il faut faire attention. Et c'est un peu, vous voyez que ici j'ai le même problème au niveau de ma sphère. Plus j'ai augmenté ici la distance, plus je risque d'avoir des soucis au niveau de cette sphère-là. Si vraiment je vais dans les extrêmes, vous voyez qu'assez vite je me retrouve avec des choses un peu bizarres. Donc les contacts shadow, c'est pas super précis. Faut bien faire attention à ça. C'est vraiment là pour résoudre les petits problèmes, vraiment les petits problèmes au niveau des contacts. On pourrait pas s'en servir pour faire des ombres plus classiques, hein. Ensuite, on a un paramètre de bias. Alors celui-là, il est un peu particulier parce que on va surtout le voir. Regardez ici, c'est un petit peu comme pour les ombres. Ça va surtout concerner les ombres qui se feraient, ce qu'on appelle les ombres qui se font sur l'objet même. Donc de l'objet sur l'objet. Et donc ici, vous voyez que quelque part, le plane fait de l'ombre sur lui-même. Et donc on a quelque chose qui n'est pas forcément parfait ici, et on peut jouer avec ce bias pour essayer d'aligner au mieux l'ombre de l'objet sur lui-même. Voilà, c'est surtout là que ça va avoir une incidence. Alors vous voyez que ça a une petite incidence ici aussi. Je pense qu'on pourrait le voir aussi sur les ombres qui sont ici, en fonction du bias qu'on va mettre. Voilà, vous voyez que là ici, le plane supérieur du cube commence à essayer de faire lui-même des contacts shadow sur lui-même. Et d'où ces problèmes-là, et d'où les stries qu'on voit apparaître. Donc là, ici, il faut faire attention de ne pas aller trop bas. Et si je vais trop haut, je vais avoir le problème inverse, c'est-à-dire que ici, j'ai ma sphère qui fait vraiment des grosses ondes sur mon cube. Ça ne va pas non plus, vous voyez que j'en trouve même ici, enfin, ça devient vraiment bizarre. Donc le bias, vaut mieux partir de la valeur par défaut, et la faire varier, mais vraiment petit à petit, juste en cas de souci. Moi ici, c'était pas forcément ça qui posait problème. Et ensuite, on a le thickness. Alors le thickness, c'est l'épaisseur, quelque part l'épaisseur que le contact shadow va donner à votre objet, l'épaisseur minimale, en termes de pixels, hein. Ici, ça fonctionne vraiment sur les pixels. Donc là, je vais vous montrer, plutôt que d'essayer de vous expliquer théoriquement ce que ça fait. Donc vous voyez ici, j'ai mon ombre de contact. Si je le diminue, l'ombre revient dans l'ombre projetée, elle disparaît. Et si j'augmente ça, si je l'augmentais très fort, voilà ce que ça fait. Vous voyez que l'ombre va vraiment se faire sur tout l'objet. Il fait comme si l'objet, quelque part, était très profond. Et donc, je vais avoir ce genre de truc-là. Alors, sur mon cube, ça pose problème quand j'arrive vraiment dans des choses comme ça. Sur le plane, ça se voit vraiment très bien, hein. J'ai vraiment un gros souci ici. Donc, toute la subtilité des contacts shadow, ça va être de jongler entre le paramètre ici de distance
vous voyez ici, va jouer par exemple sur mon plane sur la longueur de l'ombre, et sur la thickness qui va jouer sur l'épaisseur de l'ombre. Donc il faut jouer avec ces deux paramètres-là, en essayant de laisser les deux le plus petit possible, en fait. Souvent ça fonctionne assez bien, mais ici on va surtout jouer avec ces deux paramètres-là. Il n'y a pas le choix, il faudrait que je mette quand même une distance pour pas avoir de light leaking. Bon, ici j'ai vraiment pris le pire cas possible, hein. Le plane que j'ai ici, c'est la pire chose qui pourrait vous arriver en termes d'éclairage. Normalement, si vous prenez après des objets qui sont à peu près normaux, vous aurez quand même beaucoup moins de problèmes que ça. Là encore, on a des petits soucis. On a des petits soucis avec la sphère, hein, vous voyez ici. Il faudrait quand même que je change un petit peu ces paramètres-là. C'est souvent le gros problème avec les contact shadows, c'est que vous allez résoudre le problème d'un côté et vous allez en recréer un nouveau ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le concevoir presque par plan. Donc laissez-les désactivés, faites votre plan, et si vous voyez que dans votre plan il y a un problème à un endroit, il faudra peut-être essayer de voir pour résoudre le problème juste à cet endroit-là, et au moment opportun, et peut-être pas tout le temps. Donc voilà. Tout ça, ce sont des paramètres qui sont animables, hein, donc il n'y a pas de souci. Si jamais dans le plan d'une animation, par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a des soucis, à un moment, vous pouvez aussi le changer au niveau de l'animation. Bon, moi ici je vais les désactiver, pour l'instant on n'en a pas besoin plus que ça. Et enfin on a les custom properties, ça n'a rien à voir avec les lampes, hein, on a ça tout le temps, c'est si jamais vous voulez ajouter par le code des propriétés spécifiques à votre objet. Donc ça ce sont pour les paramètres, on a fini ici les paramètres du point light. Maintenant on va regarder un petit peu les autres types de lampes. Alors vous allez voir qu'il y a des paramètres qui seront communs, mais on aura aussi des paramètres qui seront spécifiques. Alors on va commencer par le sun. Alors le sun, là ici on est en train de brûler des vampires, je vais diminuer un petit peu, voilà. Donc ici le soleil, on a la couleur, ça change pas, on a la force du soleil, alors attention que là c'est plus en watts, mais en watts par mètre carré. En gros il vaut mieux essayer d'éviter des valeurs trop extrêmes, sinon vous allez cramer votre image. Mais ça après esthétiquement, voilà, ça peut être volontaire aussi, hein, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez. On a ensuite le spéculaire, ça ne change pas, c'est la même chose que pour les point light. On a l'angle, c'est en fait l'équivalent du radius, c'est-à-dire qu'au lieu de donner le rayon du soleil, il va vous donner l'angle qui est basé sur l'incidence en fait des rayons. Donc ici au niveau de l'angle, vous allez avoir quelque chose qui est quelque part en fonction du diamètre du soleil. Si vous le diminuez, les ombres vont être plus nettes. Là, ici, vous voyez que j'ai un tout petit flou autour de mon ombre. Si je mettais 0 ici, ça va vraiment devenir très très net. Et si au contraire, je l'augmente, vous voyez que plus je vais l'augmenter, plus je vais avoir quelque chose de flou. Voilà, je suis parti vraiment dans des extrêmes. Voilà, vous voyez, je peux avoir vraiment des choses très très floues, même au niveau d'une lumière comme le soleil. Alors on dit soleil, mais en fait c'est une lumière directionnelle, hein, c'est juste que les rayons sont tous dans la même direction. Donc moi ici, je vais remettre le paramètre par défaut, qui est 0,526. Et je vais vous montrer le fonctionnement ici de la lampe dans le 3D Viewport. Donc ici, le 3D Viewport, si vous déplacez votre soleil, ça n'aura aucune incidence, rien du tout. Pourquoi? Parce que le soleil ne fonctionne qu'au niveau de la direction, donc c'est des rotations qui vont vous indiquer comment votre soleil va éclairer la scène. Ça sert à rien d'essayer de le déplacer, ça n'aura pas d'effet, à part si le soleil vous gêne à un endroit visuellement dans le 3D Viewport et que vous voulez le mettre ailleurs, hein. Donc ici, j'ai mon soleil. Au niveau des ombres, alors là, c'est là où il va y avoir des grosses différences sur la manière dont sont calculées les ombres. Alors je ne vais pas refaire les contact shadows, ça c'est la même chose que pour les point light. Mais maintenant, vous voyez que j'ai un bias. Donc ça, encore une fois, c'est pour les ombres qui se font surtout sur les ombres de l'objet sur lui-même. Donc on peut aussi faire varier ça, mais on va avoir les Cascaded Shadow Map. Donc là, c'est la manière dont sont calculées les ombres à partir du soleil, où en fait, il va calculer ça comme des sortes de projections. Il va calculer les ombres comme si c'était une caméra, et il va les reprojeter sur les objets. Le problème de ça, c'est que c'est pas parfait. On peut avoir des petits soucis, et je vais vous en montrer un déjà. Alors par défaut, il nous met des paramètres. Alors au niveau du count, je crois que c'est au maximum, 4, hein, on ne peut pas monter plus haut. Donc c'est la meilleure qualité possible par rapport au Cascaded Shadow Map. Je pourrais le diminuer. Si je le diminue, en fait il réduit le nombre d'images qui sont calculées
sur la totalité ici de la lampe. Et vous voyez que du coup, bah, je perds en qualité, tout devient vraiment très flou. Si maintenant je l'augmente, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va utiliser des images différentes en fonction de la distance du soleil, de l'objet en tout cas. Et donc, en mettant 4, vous allez avoir quelque chose qui sera beaucoup plus précis, surtout à l'avant-plan. À l'arrière-plan, ça sera peut-être un peu flou, mais ça sera pas forcément gênant, vu que ça sera très loin. Donc ça paraîtra net. Et alors, pour vous montrer ça, je vais peut-être devoir faire une autre scène. Donc ici, moi, j'ai créé une scène un petit peu spécifique où j'ai fait des duplications et qui va quand même assez loin pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de ces paramètres. Donc ici, je peux vous montrer déjà plus précisément au niveau du count. Donc vous voyez qu'ici, j'ai quelque chose qui est quand même assez net ici au premier plan. Et puis, quand je commence à reculer, vous voyez que ça devient de plus en plus flou. Et si je diminue ça, bah, vous voyez que d'un seul coup, là, ça devient plus flou. Là, c'est encore assez net, parce que j'ai quand même encore 3 images qui sont calculées, 3 textures. Si je diminue encore, là, ça commence à devenir sévèrement flou partout. Et si je mets 1, voilà, là, c'est vraiment très très flou. Donc ça, honnêtement, autant laisser 4, c'est la meilleure qualité. J'ai pour l'instant pas d'exemple à vous donner où ça serait plus intéressant de diminuer ce nombre-là. Alors ensuite, le paramètre qui est suivant, le fade, c'est justement pour gérer la transition entre ces différentes textures, basées sur la distance. Et donc, si vous regardez, ici j'ai quelque chose de très net, et vous voyez, si on prend cet objet-là, c'est très net, et puis ça devient flou. Tout simplement parce qu'à cet endroit-là, il y a une transition entre la première texture et la deuxième. Et si je change ce fade, en mettant en fait 0, il faudrait que je recule un petit peu peut-être ici pour essayer de vous montrer la transition. Faire la transition vraiment à un... Voilà. Donc ici, si vous regardez, on voit la transition qui se fait ici. Donc j'ai mis 0 en fade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adouci. Il va vraiment passer de la première à la deuxième texture directement. Et vous voyez que eh bien, je peux voir cette transition très fort. Je vois vraiment le passage entre les deux. Donc ça peut être gênant parce que là encore j'ai quelque chose d'assez simple, mais pour vous donner un exemple concret, si vous avez un champ avec toute l'herbe, l'ombre de l'herbe que l'herbe va faire sur le sol, ça va vraiment, vous allez vraiment voir une ligne de démarcation à l'endroit où le changement se fait. Et donc on a le fade qui nous permet d'essayer de mélanger les textures pour que l'adouci se fasse de manière justement plus douce et avec une sorte de dégradé. Alors le gros souci, c'est que vous allez me dire, c'est idiot à ce moment-là, pourquoi on ne le monte pas à fond? Bah, tout simplement parce que si on mettait ça vraiment à bloc, ça va avoir tendance à réduire la qualité globale euh, des ombres, parce que les textures vont devoir se superposer pour faire les adoucis, et donc voilà, on va perdre en résolution d'une manière générale. Alors vous voyez aussi très bien au niveau du fond, hein, ici, on voit tout de suite la différence. Pourquoi? Parce que ce fade se fait aussi par rapport au moment, à la distance maximale à laquelle je vais avoir des ombres. Donc vous voyez que si je le mets à 1, ça part très vite en opacité, et donc je perds les ombres au bout d'un moment. Si je mets 0, bah là j'ai les ombres jusqu'à la limite brute, mais en même temps, bah là la coupure est d'autant plus nette, donc voilà, faut jouer avec ce paramètre-là. Si vous avez des soucis, si vous préférez adoucir un peu plus ou un peu moins. Ensuite, on a le max distance. Donc là, c'est tout simplement pour donner la distance maximale à laquelle il va essayer de faire des ombres. Et bah là, en fait, c'est aussi très simple. Plus vous allez mettre un paramètre qui est grand ici au niveau du max distance, plus vous allez perdre en qualité générale. Tout simplement parce qu'il va devoir étirer les textures qu'il crée. Une texture, c'est pas infini hein, en termes de pixels, donc ça a une taille bien précise. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait réglé au début. Hein. Je vous remontre ça quand même pour que vous compreniez bien. Ici, j'ai bien ici les cascade size. Ça, c'est la taille justement des ombres du soleil. Donc là, il me crée des textures de 2048 sur 2048. Je pourrais encore aller plus haut. Vous allez voir que si je le monte, voilà, c'est encore plus net. Par contre, si j'étais resté à 512, vous voyez que ça devient assez vite dégueulasse. Donc moi, je vais remettre 2048. Et donc ce paramètre de max distance, bah, on ne peut pas se permettre de le mettre à bloc en disant voilà, c'est pas grave, je vais le mettre à 2 km et ça ira très bien, parce que ça va diminuer fortement la qualité des textures générales. Donc on est obligé de vraiment faire le minimum possible. Alors bien évidemment, il faut que votre scène soit
éclairer correctement et qu'il y ait des ombres. Donc si vous avez une grande scène, vous allez vite devoir partir dans des valeurs un peu grandes. Et malheureusement, ça veut dire qu'il faut augmenter vraiment la taille des textures pour maximiser votre qualité d'ombre, surtout au premier plan. Bon, moi ici je vais remettre 200. Pour l'instant on va partir là-dessus. Et enfin le dernier paramètre, c'est un paramètre qui va vous servir à gérer la distribution en fait de la qualité des ombres. Je m'explique. Par défaut, il va essayer, donc on est à 0,8, il va essayer de distribuer vos ombres pour que plus on soit près de la caméra, plus les ombres vont être propres et nettes. Plus on va et de qualité, et plus on va s'éloigner, plus les ombres vont devenir de moins bonne qualité, on va dire. Et donc ça permet d'avoir le flou qui se fait principalement au loin, et tout ce qui est vraiment nickel au premier plan. Le problème de ça, c'est que parfois on va avoir des soucis, soit c'est pas assez loin, c'est-à-dire qu'assez vite on voit quand même des bugs apparaître dans les ombres, soit au contraire c'est trop proche et donc les ombres qui sont au loin deviennent vraiment très très vite dégueulasses. Par exemple, vous voyez que si j'augmente ça encore plus fort, je finis par avoir... Vous voyez, si ici je monte ça trop haut, ben là, en fait, l'ombre qui est là devient pas terrible, tout simplement parce que elle est déjà trop loin par rapport à ma caméra. Il faudrait vraiment que je m'approche très fort. Je vais essayer peut-être de me mettre très très près pour vraiment vous montrer ça. Donc là, vous voyez, cet objet-là qui est vraiment au premier plan, je l'ai bien net. Si je devais diminuer ça, vous voyez qu'en diminuant ça, la qualité de cette ombre-là est en train de diminuer. Pourquoi? Parce que là, en fait, il utilise maintenant la même qualité tout du long. Donc, forcément, au loin, ça paraît parfait, parce que la résolution qui est utilisée est quand même assez forte pour quelque chose qui est aussi petit. Mais au premier plan, les ombres sont pas très jolies. Et si je monte, là, ça devient plus joli au premier plan. Il faut juste que je règle ça pour que ça soit... que les ombres ici, en milieu de plan, j'ai envie de dire, deviennent pas non plus trop pourries, et que en plus même les ombres au premier plan, je vous dis là, je fais le point tellement, c'est presque comme une sorte de mise au point, quoi. Donc le point est tellement proche que l'objet qui est ici est déjà trop loin par rapport à cette valeur-là. Donc moi je vous conseille de laisser 0,8, et ensuite vous le faites varier si jamais vous avez un problème au niveau de vos ombres. Si à un moment dans un bâtiment qui est au loin, par exemple, vous voyez que l'ombre est vraiment pas très jolie, il faudra peut-être jouer avec ces paramètres-là pour essayer de déplacer un petit peu cette qualité d'ombre. Si vous avez quasiment rien au premier plan, ou qu'au premier plan tout est flou, et que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de la qualité au niveau des ombres au premier plan, et que votre focus de caméra est au loin, à ce moment-là, il faudra peut-être pas avoir une distribution qui est trop haute, peut-être faire le contraire. Un petit peu ça, les ombres au premier plan seront pas terribles, mais ça sera peut-être pas forcément très grave. Voilà, donc ces ombres-là sont vraiment spécifiques à régler. Encore une fois, comme tous les paramètres, je vous conseille de les changer que si vous avez des soucis. Alors on va passer maintenant au spot, là ça va être beaucoup plus simple. Je vais revenir sur ma scène précédente, hein, j'ai plus besoin de tout ça. Voilà, donc ici je suis revenu à ma scène de départ. On va activer ici le spot. Maintenant j'ai plus un soleil, j'ai un spot, je vais le tourner. Alors je vais augmenter un petit peu sa puissance parce que sinon là on va pas voir grand chose. Voilà. Donc ici le spot, la particularité c'est que maintenant il utilise à la fois le côté point light dans le sens où vous devez le déplacer dans la scène et ça va avoir une incidence. Ici je déplace mon spot, vous voyez ce que ça fait. Mais j'ai aussi les rotations. Donc là ici il va aussi utiliser les rotations pour gérer ça. Donc vous allez avoir besoin de vraiment déplacer votre objet et de le tourner en fonction de vos besoins. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est qu'un spot, hein. Donc vous avez la couleur, la puissance, le spéculaire, ça change pas. C'est la même chose que pour le point et le sun. Vous avez en revanche le radius comme sur le point light. Là on revient à un système de radius que je peux augmenter au niveau de mon spot. Moi ici je vais revenir à quelque chose d'assez petit pour avoir des ombres nettes. On a la custom distance, pour lequel on peut aussi jouer. Alors vous voyez que là j'ai une ligne qui m'indique jusqu'où je peux jusqu'où mon spot va fonctionner. Et alors je ne vais pas non plus rentrer dans le détail au niveau des ombres, parce que ça sera la même chose que ce qu'on a vu pour les point light. C'est vraiment la même chose.
En revanche, ce qu'on a de différent, c'est le spot shape. Donc c'est la forme ici du spot. Vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité de changer l'angle du spot et le fall-off. En Blender, ça s'appelle le blend, mais voilà, c'est le fall-off de mon spot, c'est-à-dire que si je le mets à 0, mon spot va être parfaitement net sur les bords, et au contraire, je le mets à 1, vous voyez que j'ai un adouci complet au niveau du spot. Vous avez aussi la possibilité de voir le cône. Voilà, si jamais vous voulez vraiment voir quels sont les objets qui sont dedans, c'est parfois plus facile à voir avec le show cône. Mais voilà, donc ici, vous avez la forme du spot. Bon, rien de particulier, c'est pas un type de lampe très compliqué à comprendre. Peut-être une petite chose, c'est, vous voyez qu'ici, j'ai un petit rond jaune dans le gizmo. Ça me permet de tourner mon spot aussi, si vous voulez, c'est un petit peu la même chose. Et là, vous avez une flèche qui vous permet de changer l'angle sans avoir à passer par les paramètres. Voilà, c'est juste une petite spécificité ici du gizmo du spot. Ensuite, on a les area light. Alors, les area light, là pour l'instant, on la voit pas, tout simplement parce que comme je suis parti d'un autre type de lampe, il me l'a pas créé avec les paramètres par défaut. C'est pas grave, on va le changer. Hein. Donc, les area light fonctionnent avec couleur, puissance, spéculaire, pas de changement. En revanche, vous voyez qu'ici, il me demande la forme de mon area light. Donc là, pour l'instant, je suis sur un square et il me demande sa taille. Là, pour l'instant, j'ai 0,02 m, donc 2 cm, c'est vraiment tout petit. Bah ça, je vais le monter. Donc ça, je vais l'augmenter. Et vous voyez qu'en fait, maintenant, j'ai un carré qui est visible. Alors, je peux d'ailleurs changer sa taille directement dans la scène, hein, en cliquant ici sur les petits carrés jaunes. Et ça va me donner, en fait, presque l'équivalent du rayon qu'on pouvait avoir dans le point light. La seule différence, en fait, c'est que cette lampe-là n'éclaire que dans une direction. C'est-à-dire qu'ici, si je fais ça, voilà, la différence par rapport à une point light, c'est ça. Vous voyez que c'est directionnel, donc je vais pas avoir d'éclairage derrière la lampe. Donc on a la possibilité d'avoir un carré, je peux avoir un rectangle, donc ça c'est si vous voulez jouer sur les deux paramètres de largeur indépendamment. Vous voyez bien que ça a une incidence aussi, je vais peut-être diminuer ici un petit peu le roughness, voilà, pour que vous voyez bien ça. Donc ici, vous voyez au niveau du reflet, je vais bien aussi avoir une différence à ce niveau-là. Hein. Donc en fonction de la taille que vous allez mettre, je vais avoir des choses qui seront différentes ici. Je peux avoir un disque, et je peux avoir une ellipse. Là, l'ellipse, voilà. Encore une fois, c'est pareil, c'est juste pour régler indépendamment la hauteur et la largeur. Donc voilà, c'est pas forcément très compliqué à comprendre. Hein. Ça donne, si vous êtes en train de faire par exemple une fenêtre, bah, ça peut être intéressant d'utiliser une area light. Surtout si la lumière ne vient pas du soleil, mais plutôt du ciel. Il n'y a pas de lumière directe et que vous voulez juste simuler un éclairage ambiant, l'area light est plutôt bien foutu à ce niveau-là. Voilà, donc ça après, pour les éclairages de studio aussi, c'est très intéressant. C'est vraiment, ça simule un petit peu un diffuseur que vous pourriez avoir au niveau d'un spot. Voilà, pour les autres paramètres, on est dans la même chose que pour les points, les sums et les spots. Donc je n'y reviens pas. Alors on en a fini ici avec l'éclairage direct dans Eevee. Donc on va pouvoir maintenant s'intéresser à l'éclairage indirect. Alors on va commencer par regarder un petit peu l'influence du monde. Est-ce qu'on a ici le fond gris qu'on a ici dans notre scène sur l'éclairage. Donc vous voyez que globalement, là où je suis dans l'ombre, en fait, j'ai pas du noir complet, hein, j'ai du gris. Et ce gris provient du monde. Donc on a dans les propriétés un onglet qui s'appelle World Properties, qu'on va pouvoir ici modifier pour avoir quelque chose de différent. Ce World Properties, pour l'instant, le monde a un background, donc ça c'est un shader, hein, ça fonctionne comme pour un matériau, qui me permet de donner une couleur et une intensité. Donc là pour l'instant il me dit que j'ai un fond qui est gris, avec une intensité de 1. Si je diminue cette intensité, j'ai du noir. Si je l'augmente très fort, je vais finir par avoir du blanc, même en ayant un gris ici. Hein. Et je peux aussi lui donner une couleur. Je pourrais très bien dire que voilà, mon monde par défaut est de couleur bleutée, qui me permettrait par exemple de mettre une lampe qui soit légèrement jaune pour commencer à avoir quelque chose d'un petit peu différent en termes de luminosité. Donc vous voyez, ça va nous ouvrir quand même des portes, de pouvoir travailler sur cette couleur d'ambiance, pour aussi la diminuer, pour la voir un peu mais pas trop fort. Bref, je vais pouvoir manipuler ça. Alors je vais vous montrer une autre possibilité par rapport à ça, sans forcément m'étendre
très longtemps là-dessus. Vous avez la possibilité, donc là ici, ça, c'est mon shader de World. Alors bien faire attention quand vous êtes dans le shading, de bien sélectionner ici World et non pas Object. Donc les objets, c'est voilà, c'est pour ce qui est dans votre scène. Le World, c'est vraiment juste pour l'arrière-plan. Et on va avoir la possibilité de créer ici une texture de type environnement de texture qui va nous permettre de charger une image à 360 degrés. Donc là, les images à 360 degrés, vous pouvez soit les télécharger, il y a moyen d'en trouver, même gratuitement, vous pouvez en avoir. Moi ici, j'ai récupéré les images à 360 degrés de Blender, qui sont livrées avec dans les répertoires de Blender. Mais vous pouvez en trouver, vous pouvez aussi les peindre à la main. Donc il y a moyen maintenant de peindre les environnements à 360 degrés dans Photoshop. On pourrait même le peindre dans Blender. Il y a des techniques qui permettent de peindre avec le système de texture un environnement directement. Bref, vous avez comme ça plusieurs moyens d'avoir un environnement et autre chose qu'une couleur unie dans le fond. Donc moi ici j'avais déjà chargé une texture qui est courtyard, donc qui est cette texture-là. Hein. Donc je viens la sélectionner, sinon vous pouvez faire Open et aller la chercher. Et ce node-là, si je le connecte à Color, voilà, ça me permet d'avoir une image à 360 degrés qui va venir influencer l'éclairage de ma scène. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin là-dessus, parce que dans Eevee, c'est pas forcément parfait. On aura peut-être l'occasion d'y revenir si je vous montre après ça dans Cycle, où ça fonctionne déjà un peu mieux. Vous voyez aussi que mon image n'est pas très haute résolution, donc là, il faudrait essayer de trouver une image qui est un petit peu plus précise, avec une plus haute résolution. Bon, là, ici, c'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu et vous faire un exemple. Donc moi, ici, ça, je vais l'effacer. Pour l'instant, on va rester pour la suite avec ceci. Donc là, on a un éclairage ambiant, mais on n'a pas encore d'illumination globale ou ce qu'on appelle de l'irradiance. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la réalité, lorsque vous avez un éclairage comme ici, le fait que le sol soit illuminé et bien éclairé ici, ça aurait normalement une incidence sur les ombres qui sont là. Tout simplement parce que la lumière va rebondir sur le sol et va se propager sur les objets qui sont autour. En prenant d'ailleurs parfois la couleur. Si mon objet ici était rouge, forcément j'aurais de la lumière rouge qui viendrait s'additionner ici sur mon cube. Bon, moi ici on va commencer avec quelque chose de complètement blanc. Cet éclairage indirect, on va devoir le calculer. On va devoir le calculer et il ne fonctionnera que sur les objets qui sont statiques. C'est-à-dire que tous les objets qui vont se déplacer pourront subir l'influence de l'éclairage indirect, mais ils ne pourront pas être pris en compte dans le calcul de l'éclairage indirect. Je vais vous donner un exemple précis. Si vous me dites j'ai une sphère lumineuse qui va traverser ma scène et je veux qu'elle fasse de l'éclairage indirect, malheureusement pour l'instant dans Eevee, ça va être difficile, parce que il ne va pas être capable de recalculer à chaque image l'éclairage indirect. Donc moi ici ce que je vais vous montrer c'est, donc là on va dire que tous mes éléments sont statiques hein, pour l'instant, et on va essayer de calculer cet éclairage indirect. Donc ça va se faire par le biais des Render Properties. Vous avez ici un onglet spécifique Indirect Lighting. Alors dans ce Indirect Lighting, il y a des choses qui ne vont pas nous intéresser ici, que je ferai plutôt quand je parlerai du rendu, et c'est tout ce qui va concerner les Cube Maps et les Reflection Maps, donc tout ce qui va concerner plutôt les reflets, et la manière dont on peut calculer des reflets artificiels à mettre sur nos objets. Donc ça, on va pas voir ça ici, ça concerne pas vraiment l'éclairage, on va vraiment se focaliser sur l'irradiance et sur la radiosité, donc le côté, le rebond de la lumière. Pour que ça fonctionne, là ici, si je faisais un bake, ça n'aurait aucun effet. Je vais devoir rajouter un objet spécifique qui s'appelle un Light Probe Irradiance Volume. Donc là, je suis dans le menu, j'ai fait Shift A hein, pour avoir ce menu-là. Donc dans Light Probe, je viens chercher Irradiance Volume. Et ça va me donner ceci. Donc ça, c'est un objet que je peux scaler. Et je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Alors je vais le déplacer, et je vais vous dire aussi comment vous devez le placer pour que ça fonctionne bien dans votre scène. L'irradiance volume est composé de trois choses. On a les deux cubes qui sont imbriqués l'un dans l'autre, et vous voyez que j'ai des points à l'intérieur de ces cubes. Donc j'ai 4 points sur 4 sur 4. Donc ça me donne une grille de points. On va commencer par les deux cubes, c'est tout simplement les rayons d'influence. C'est-à-dire que tous les objets qui sont à l'intérieur du cube intérieur vont être influencés à 100% par l'irradiance volume. Tout ce qui se trouve
l'extérieur du cube extérieur ne sera pas du tout influencé, et ce qui se trouve entre les deux va être influencé de manière dégressive. Plus on va s'éloigner du cube intérieur, plus ça va diminuer. Donc c'est vraiment juste pour savoir jusqu'où va aller notre irradiance volume, jusqu'où ça va influencer les objets. Ensuite, les petits points, c'est ce qu'on appelle des light probes. Donc il faut imaginer que c'est comme si c'était des petites sphères qui vont, lorsqu'on va faire un calcul, qui vont stocker l'éclairage qui se trouve à 360 degrés autour d'elles. Et ces light probes vont ensuite redistribuer l'éclairage qu'elles ont calculé sur les objets environnants. Donc c'est vraiment une technique assez simple pour calculer l'éclairage indirect, qui n'est pas forcément parfaite. Vous voyez bien qu'il va y avoir des interpolations entre tout ça pour essayer de faire que ça fonctionne. Mais vous allez voir que le rendu est franchement assez sympathique et ça va quand même améliorer grandement votre éclairage. Alors au niveau de ce volume, comment on doit le placer? La règle, c'est surtout d'essayer de ne pas avoir de light probe, donc ces petites boules. Faut essayer de ne pas les avoir dans des objets. Si vous l'avez à l'intérieur d'un objet, ça veut dire que le light probe va capter aucun éclairage, elle sera noire, et elle va essayer de diffuser ce noir autour d'elle. Et donc vous risquez d'avoir des petits bugs visuels, des choses qui vont être très sombres à certains endroits, parce qu'il va essayer de propager une sorte de lumière noire. À cet endroit-là, il va bouffer la lumière. Et ça peut être embêtant dans certains cas. Donc le but, c'est vraiment d'essayer, au niveau de cette importance volume, de ne pas avoir de light probe à l'intérieur des objets. Alors là, c'est très facile, parce que ma scène est très simple. Lorsque vous avez une scène qui est plus compliquée, ça veut dire que vous devrez peut-être faire plusieurs importances volumes, et puis les combiner, les superposer les uns aux autres, pour essayer en gros d'avoir quelque chose de globalement correct, et de couvrir toute votre scène. Alors malheureusement, on ne peut pas encore dans Blender manipuler les light probes comme on veut, on ne peut pas les déplacer. J'espère que ça arrivera un jour, ça serait plus facile à gérer. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on n'a pas le choix, on doit se baser sur ce système de grille. Alors moi, ici, vous voyez que j'ai pas de light probe dans les objets, tout est bien, normalement, on va pouvoir lancer le calcul. Donc moi, dans la Direct Lighting, je vais venir faire un Bake Indirect Lighting. Donc il a fini de calculer, vous voyez que c'est quand même assez rapide, hein. Alors c'est rapide, pourquoi? Parce que j'ai peu de light probe, et qu'au final, ma scène est assez simple, hein. Bien évidemment, si j'augmentais le nombre de light probe ici, vous allez voir que c'est possible, on peut jouer sur ce nombre. Plus on va avoir de light probe, plus ça va être long, et donc on peut arriver parfois à des temps de calcul qui sont quand même assez grands. Mais vous voyez tout de suite l'effet que ça a eu. J'ai bien eu la lumière qui était ici de mon plane qui s'est répercutée sur mon cube. Ce que je vais faire, c'est pour vous montrer ce qu'on appelle le color bleeding. Je vais mettre une couleur ici sur mon plane. Donc là, vous voyez que ça n'a pas changé automatiquement, hein. Encore une fois, c'est un calcul, la lumière indirecte, donc j'ai pas le choix, il faut le recalculer. Si j'efface le light cache, donc avec le bouton Delete Lighting Cache, c'est en gros, j'annule le calcul qui était fait précédemment. Alors, c'est pas obligé de le faire hein, à chaque fois. Ça, vous faites-le si à un moment vous voulez voir ce que donnerait votre scène sans éclairage indirect. Là, j'aurais pu tout simplement refaire un bake, et là, bah, vous voyez, j'ai à nouveau le calcul qui s'est fait, et j'ai bien cette aura rouge maintenant. Même ici, devant, vous voyez que je l'ai sur ma sphère. Donc ça vient de l'éclairage indirect qui s'est calculé. Alors on a beaucoup de paramètres qu'on va pouvoir modifier ici. On a notamment un auto-bake qui va faire que dès qu'on va changer cette irradiance volume, il va recalculer automatiquement. Alors moi je ne vous conseille pas de le faire parce que c'est un peu pénible d'avoir des recalculs automatiques comme ça qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Donc je vous conseille plutôt de le recalculer à la main. Vous avez le nombre de rebonds de la lumière. Donc là, par défaut, c'est 3. Plus vous allez monter, plus ça va être long, mais au final, précis dans les rebonds. Maintenant, honnêtement, au-delà de 3, c'est difficile. C'est difficile de voir la différence. Si je vous fais ici un rebond avec 5, vous allez voir que, voilà, visuellement, il n'y a pas grande différence. Donc c'est pas forcément nécessaire d'aller vraiment dans des valeurs extrêmes à ce niveau-là. Vous pouvez rester sur 3, ça fonctionne très bien. Si je mettais 1, le problème c'est, vous voyez qu'ici, mon ombre sur le sol à cet endroit-là est légèrement rouge aussi. Pourquoi? Parce que ça rebondit une première fois du sol vers le cube et une deuxième fois du cube vers le sol. Et donc on a de la couleur rouge aussi dans l'ombre ici sur le sol. Si je mettais 1, j'aurais pas cet éclairage-là. C'est-à-dire qu'il va rebondir une première fois sur le cube et il s'arrêtera là. Donc 3 c'est bien, c'est une bonne moyenne, voilà, il faut mieux garder ça. Alors ensuite, malheureusement il y a des paramètres
ici, je vais devoir sauter au-dessus parce qu'ils ont un petit peu tout mélangé, c'est-à-dire ils ont mélangé l'irradiance volume et les reflection cube map. Donc le paramètre suivant, le cube map size, ça ne sert pas du tout pour l'irradiance volume et ce qu'on est en train de faire ici. Par contre, on a le diffuse occlusion, ça c'est très important, c'est ce qui lui permet de bien gérer pour chaque light probe, pour chaque petit point ici, quand il calcule l'image et qu'il doit la reprojeter, il calcule aussi une sorte d'ombre pour savoir à quel endroit il doit éviter de reprojeter de la lumière, parce que normalement il y aurait de l'ombre à cet endroit-là qui viendrait une sorte de... C'est comme si la petite sphère émettait de la lumière au final, donc il doit avoir des ombres. Et on a, donc c'est ces diffuses occlusions, on peut leur donner une dimension, donc vous avez, par défaut c'est 32 pixels, mais je peux augmenter la résolution si je veux aller un peu plus loin. C'est ce qui évitera d'avoir aussi ce qu'on appelle du color leaking, qu'on a déjà vu précédemment, et donc d'avoir l'irradiance qui vient faire baver la lumière à des endroits où normalement ça ne devrait pas passer à travers. Donc ici, voilà, vous pouvez augmenter la taille là, bien évidemment, si vous augmentez la taille, ça veut dire que ça sera un peu plus lent à calculer. Bon, honnêtement, entre 32 pixels et 64, ne le changez que s'il y a un souci, hein. Je pense que c'est ce qui est le plus simple. Ensuite, vous avez l'irradiance smoothing, ça va permettre de lisser le résultat qu'on va avoir. Alors, vous le voyez par exemple ici, si je le monte vraiment à fond, vous voyez que je finis par avoir un peu d'éclairage ici. C'est tout simplement parce que donc il fait une interpolation entre toutes les probes, et cette interpolation, il peut après essayer de la lisser. Le gros problème de ça, c'est que si vous lissez trop l'irradiance, vous allez avoir des imperfections, ça va devenir un peu moins précis, vous risquez d'avoir de la couleur qui bave là où elle ne devrait pas. Enfin, donc voilà, ça peut aussi poser des problèmes, donc il ne faut pas non plus partir dans des extrêmes ici. Mais si vous voyez que vous avez des petits artefacts, s'il y a des choses qui sont où justement vous êtes capable de repérer les probes dans votre éclairage, vous pouvez essayer de le lisser un peu plus, mais c'est pas, voilà, ça va pas faire des miracles non plus, hein. Alors le clamp glossy et le filter quality, ça aussi c'est pour les reflections, donc on va pas en parler. Et enfin on a ici dans le display la possibilité, alors pas le cube map, ça c'est pour les réflexions, mais l'irradiance size, ça on peut demander. Alors, vous voyez que j'ai des petits boutons ici en forme d'œil qui pour l'instant sont décochés. Si je le coche, je peux demander à voir en fait les petites sphères et je peux régler leur taille ici. Et donc ça me permet de voir vraiment au niveau des irradiances ce qui a été stocké dans chacune des light probes. Là vous voyez bien le résultat et donc ça vous permet de voir quelle couleur va être projetée sur les objets qui sont aux alentours. Donc ça, c'est voilà, c'est pratique pour vérifier que vous n'avez pas un bug, qu'il n'y a pas un... Par exemple, s'il y avait une sphère qui était noire à un endroit où normalement elle devrait être éclairée, on pourrait se poser la question. On pourrait se dire que là, il y a peut-être un souci, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Bon, moi, pour l'instant, je vais les cacher. Voilà, donc au niveau des paramètres d'un direct lighting, il n'y a pas grand-chose de plus à régler. Honnêtement, la plupart du temps, je vous avouerai que je ne touche aucun paramètre là-dessus, je fais juste le bake. Et ça fonctionne, il n'y a que dans certains cas où on va plutôt avoir besoin de changer ici la résolution si on va avoir une meilleure qualité, mais la plupart du temps, c'est pas nécessaire. En revanche, ce qu'on va avoir comme paramètre, c'est des paramètres dans l'irradiance volume. Donc ça, ici, je vais vous montrer ça. Quand vous sélectionnez l'irradiance volume, vous avez un onglet particulier qui est apparu avec tous les paramètres de l'irradiance volume qu'on va pouvoir modifier. Les deux premières propriétés, donc la distance et le fall-off, vont en fait régler les deux cubes que vous avez ici autour de l'irradiance volume. Donc vous pouvez régler la distance à laquelle les objets vont être influencés par les light probes, et le fall-off qui va vous donner savoir si ça doit être très net, c'est-à-dire si la coupure se fait de manière drastique, ou si au contraire vous avez une sorte de dégradé linéaire qui va se faire au niveau de l'éclairage. Donc voilà, vous pouvez jouer avec ces deux paramètres-là pour essayer de changer cette zone-là. Bon, la plupart du temps, les objets seront influencés parce qu'ils seront dans la sphère d'influence du light probe, mais ça peut servir d'avoir ce genre de contrôle. Ensuite, vous avez l'intensité. Alors là, par défaut, on a une intensité de 1. Ça, je pourrais l'augmenter pour booster un petit peu l'éclairage indirect. Alors pour que ça se voit, il faut que je refasse un calcul. Ici, je vais relancer un calcul. Voilà, vous voyez qu'ici, en mettant 3, ça a drastiquement augmenté l'éclairage indirect, donc j'ai une lumière qui va beaucoup plus rebondir sur mes objets. Donc ça peut donner quelque chose d'intéressant et d'avoir ce côté très, très lumineux au niveau des lumières indirectes, parce que ça va aussi augmenter ce qu'on appelle le color bleeding, donc les couleurs qui vont baver
sur leurs voisins. Donc voilà, ça peut avoir son intérêt de booster un petit peu cette intensité. Ici, je vais peut-être mettre 2, voilà. Et ça. Vous avez ensuite la résolution. Donc ça, c'est la résolution correspond au nombre de probes que vous allez avoir dans les 3 axes. Donc là, vous voyez que j'ai bien 4, 4, 4, mais je pourrais ici diminuer. Si par exemple en Z, je détermine que ma scène n'est pas très haute et j'ai pas forcément besoin d'avoir autant d'informations en hauteur qu'en largeur et en profondeur, je pourrais très bien scaler ici mon objet et diminuer ça et descendre ça, voilà, histoire d'avoir ceci. Et si je refais un calcul, vous voyez qu'ici, ça fonctionne tout aussi bien. Pourquoi? Parce que de toute façon, ici, j'avais des probes qui étaient très hautes et qui ne me servaient à rien. Je n'avais pas d'éléments à éclairer à cet endroit-là. On a ensuite le clip start et le clip end. Alors là, c'est pour savoir, je crois que ça se fait en fonction de chaque probe, la distance à laquelle les objets vont influencer le calcul des light probes. Donc si vous avez par exemple un éclairage, quelque chose qui se trouve ici, c'est pas parce que c'est en dehors de la zone d'influence ici du cube qu'il ne va pas le prendre en compte dans le calcul. Il faut bien séparer les deux. Le cube, c'est les objets qui vont être affectés par le light probe. En revanche, si vous avez des éléments autour, ça va affecter le calcul des light probes. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux. Donc si vous avez des lampes ici à l'extérieur, ça sera pris en compte quand même dans le calcul, sauf si vous dépassez ici le clip end. Donc là, vous voyez qu'au-delà de 40 mètres, vous n'aurez plus d'influence. Donc les lumières qui seraient vraiment très très loin là-bas n'auront pas d'influence, ne seront pas prises en compte dans le calcul de l'irradiance volume qui se trouve ici. Voilà, donc ça vous pouvez le changer. Vous pouvez aussi changer le clip start si vous voulez que ça ne démarre pas immédiatement du point. Bon, honnêtement, la plupart du temps, ça vous n'aurez pas besoin d'y toucher, à part si vraiment vous aviez des irradiances volume très très grands avec des espaces énormes entre vos probes, mais logiquement, vous pouvez laisser ici par défaut, tant que ça pose pas de problème, n'y touchez pas. Alors ensuite, on a les visibility. Alors ça correspond justement ça va venir influencer les ombres, je vous ai dit, les espèces d'occlusions qui va calculer, les petites ombres qui calculent pour chaque probe pour savoir, pour éviter que la lumière bave à des endroits où elle ne devrait pas parce qu'il y a un objet dans le chemin. Et donc, ce calcul des ombres, malheureusement, il n'est pas parfait. C'est un petit peu comme pour les ombres qu'on a ici sur les objets et ce qu'on a vu. Donc on a un bias pour résoudre les problèmes d'ombres qui se font d'un objet sur lui-même. Donc ça, on peut jouer avec ce paramètre-là pour essayer de résoudre les problèmes. On a ici un bleed bias qui va en fait avoir un effet presque qui va augmenter le contraste des ombres qui sont calculées. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est plus net. Donc si vous avez quand même de la couleur, de la lumière qui bave à un endroit où ça devrait pas, vous pouvez essayer de changer ce paramètre-là. Ça peut fonctionner pour résoudre le problème. Moi ici, je pense pas que j'ai de problème particulier, donc je ne sais pas si je change ça, ça va pas forcément avoir de... Oui, vous voyez, ça fait pas grand-chose. Je dois bien avouer que c'est le problème ici. Voilà, j'ai pas de souci dans ma scène, donc ça n'aura pas d'influence plus que ça. Et enfin, vous avez le blur qui va flouter légèrement cette zone d'ombre, et donc qui permet d'avoir quelque chose qui est moins visible. Donc ici, moi je suis par défaut à 0,2. Vous pouvez l'enlever complètement, mais ça je vous le déconseille parce que ça peut donner des petits trucs visuels pas très jolis. Si vous le montez, ça va flouter beaucoup plus, mais ça, je crois que ça prend un petit peu plus de temps au niveau... alors pas vraiment du rendu, mais de la phase qui se trouve avant le rendu, quand il commence à faire les premiers calculs. Bon voilà, c'est pas non plus quelque chose de drastique, surtout avec le peu de probes qu'on a ici, donc je pourrais le monter sans trop de problème hein, au niveau optimisation, mais bon voilà, c'est seulement si c'est nécessaire aussi, là je crois qu'il n'y a pas trop de soucis ici. Mais encore une fois, toute cette partie-là ne concerne que les occlusions, les ombres, pour éviter d'avoir de la lumière malgré un objet qui est devant, par exemple. Hein. Et enfin, le dernier paramètre qui, lui, est très 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 important, c'est les Visibility Collection. Alors, les collections, c'est l'équivalent des calques, donc vous pouvez faire des groupes, voilà, dans Blender, les collections, ça rassemble plusieurs choses. C'est ce que vous trouvez ici, donc par défaut, on a deux collections qui sont créées, la Scene Collection et la Collection, mais je peux en créer d'autres. Donc je pourrais isoler ici tous mes objets statiques et ma lampe, et créer une nouvelle collection avec ces objets-là. Alors pour créer une nouvelle collection, soit je pourrais ici le créer directement dans l'outliner, ou dans ma scène, je peux sélectionner mes objets,
en appuyant sur Shift, ça ira mieux. Je peux sélectionner mes objets et faire M. Là, vous voyez qu'il me donne accès au menu de collection. Soit je fais, je le mets dans une collection existante, bon là, moi, c'est pas le cas. Soit je fais New Collection, et je vais pouvoir lui donner un nom. Par exemple, ici, je vais pouvoir l'appeler statique. OK. Donc là, vous voyez maintenant que tous mes objets sont ici. Je vais créer un cube, par exemple, dans la collection de base, je vais venir mettre un autre cube ici, admettons. Et je vais recalculer mon irradiance volume, mais cette fois-ci, donc, en mettant dans la Visibility Collection, je vais venir chercher statique. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que dans le calcul d'irradiance volume, il ne va prendre que les objets qui se trouvent dans cette collection statique. Donc le cube que j'ai créé ici, qui se trouve lui dans collection, ne sera pas pris en compte dans le calcul. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas influencé par les irradiances, mais il ne va pas être pris dans le calcul de l'irradiance. Donc même s'il est au-dessus d'un probe, vous voyez ici, je l'ai mis... alors non, je ne l'ai pas mis sur un... Si, voilà. Ce probe-là, il est à l'intérieur du cube. Ça ne va pas être problématique parce que cet objet-là ne fera pas partie du calcul. Donc ici, je vais recalculer. Voilà, donc visuellement, aucune différence. Si je déplace ce cube-là, vous voyez qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ombre. Contrairement à si je déplaçais cet objet-là, où vous voyez que j'ai des petits bugs ici, en fait, qui viennent de l'éclairage indirect. Alors, c'est léger parce que j'ai quand même un éclairage direct assez fort à cet endroit-là, mais j'ai quand même des petits bugs qui sont ici. Et c'est minime, c'est-à-dire que ça pourrait être encore pire, voilà, si j'avais des choses qui étaient beaucoup plus denses et beaucoup plus précises, ça pourrait être encore plus visible que ça. Donc ici, voilà, ça c'est vraiment lorsque vous avez un objet qui va devoir être animé, par exemple, qui va passer dans une scène où il y a des objets statiques et où on a calculé un irradiance volume, mais vous voulez uniquement faire le calcul sur les objets qui sont statiques. Vous ne voulez pas forcément le faire sur les objets mobiles, que par définition, bah, eux, ils vont se déplacer, et donc ça risquerait d'avoir des zones, il risquerait d'avoir des zones d'ombre à certains endroits, et ça pourrait être très gênant. Donc voilà, ça c'est pour les paramètres de l'irradiance volume. Je pense qu'on a fait un peu le tour, il n'y a pas forcément grand-chose à en dire de plus, donc n'hésitez pas à en utiliser plusieurs. C'est pas parfait. Si ici, vous allez voir, ce qu'on peut faire, c'est peut-être essayer de... Donc, je vais en faire plusieurs ici, je vais en créer un autre ici. Mettons, je fais ça. Donc vous voyez, j'ai deux irradiance volume. Ce que je vais faire, c'est peut-être augmenter un petit peu leur rayon d'influence pour que ça se superpose. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous voyez, j'ai augmenté ça, peut-être un peu trop d'ailleurs. Et je vais refaire un calcul. Alors, ça sera peut-être pas aussi propre ici, parce que voilà, ça nécessite de faire des tests. Oui, vous voyez ici, par exemple, ça devient trop vite noir ici, tout simplement parce que j'ai pas de probe à cet endroit-là. Donc il faudrait presque que je refasse encore ici une irradiance là, et peut-être avec beaucoup moins de points. Je vais en mettre 2 et 2. Je vais diminuer, descendre ça. Si je refais un calcul, ah, vous voyez que je commence à rattraper ce que j'avais au départ. Donc encore une fois, c'est du réglage. Le gros avantage de ça, c'est que si vous avez une scène compliquée, ça vous permettra d'essayer d'avoir le meilleur résultat possible, je dirais. C'est pas forcément très évident. Alors après, il y a ceux qui sont plutôt adeptes de la brute force et qui vont augmenter le nombre de probes de manière massive et ils vont pas faire attention de savoir s'il y a des probes dans les objets. Le problème, c'est que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des petits bugs de temps en temps en faisant ça. Vous pouvez tester, mais moi je vous conseille plutôt d'essayer de faire plusieurs importances volume et essayer plutôt de gérer ça comme ça. Vous aurez plus de contrôle en faisant un gros volume avec une très forte densité. Les importances volume, ici je rescale ça, vont aussi prendre en compte le ciel. Donc ici, si je devais aller dans mon onglet World, peut-être même refaire par exemple le lien, je remets ici un environnement ici, si je refais un calcul, voilà, vous voyez qu'il m'a pris en compte la scène qui était autour.
Donc ça va quand même fonctionner, et il va même essayer de faire des ombres, s'il est capable de le faire, mais ça va être des ombres pas forcément très jolies, et ça sera pas forcément top top. Vous voyez que là, par exemple, on a beaucoup d'éclairage qui vient de là, on devra avoir des sortes d'ombres à cet endroit-là, bon, c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, vous pouvez comme ça utiliser aussi une image pour récupérer une partie de l'éclairage dans votre objet. Une dernière chose à prendre en compte avec les importances volume, c'est que on va pouvoir aussi générer de la lumière en fonction des matériaux et des objets. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence dans Eevee par rapport à l'éclairage direct, c'est que vous allez pouvoir demander à éclairer votre scène avec un objet. Alors malheureusement, c'est pas aussi parfait que ce que ça pourrait être dans Cycle. Vous verrez que dans Cycle, ça fonctionne très bien, on peut même l'utiliser comme éclairage de base, éclairer avec les objets. Dans Eevee, c'est un petit peu plus aléatoire, mais on peut quand même l'utiliser. Donc je vais ici vous faire un exemple. On va prendre, je vais prendre ici mon cube. Je vais ici créer une bande de polygones sur lequel on va pouvoir venir mettre un autre matériau. Et dans les matériaux, je vais venir créer un nouveau matériau, l'assigner à cette bande-là, et je vais lui donner une couleur. Et ça, donc je lui donne une couleur, et je lui donne une émission. Donc ici, je viens chercher une couleur d'émission. Je vais la booster un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai bien quelque chose qui brille au niveau de mon objet. J'ai bien quelque chose qui va émettre de la lumière. Si je ne faisais pas de calcul d'irradiance volume, j'aurais rien de plus que ça. Alors, ici, je vais aussi enlever la couleur du fond, du sol. Ça se voit bien. Voilà. Donc si je laissais ça tel quel, voilà ce que j'aurais. C'est-à-dire que ici, le bleu ne va pas avoir d'influence sur l'éclairage qu'il y a autour. En revanche, si maintenant je calcule mon irradiance volume, voilà ce que ça va faire. Et là, vous voyez que je me retrouve avec de l'éclairage ici, qui provient de l'objet. Et donc ça, vous pouvez, voilà, il vous suffit maintenant de faire ça à plusieurs endroits, et vous allez pouvoir, attendez, ici, je vais aussi rajouter là, là par contre, je vais utiliser celui déjà existant. Voilà. Si je refais un calcul ici en ayant mis ça là, alors, je ne sais pas s'il l'a bien fait, oui, c'est peut-être pas assez fort en fait ici pour que ça ait une influence. Ou en tout cas, j'ai pas suffisamment de preuves. Je vais peut-être devoir ici, justement. Vous voyez, quand ça arrive, c'est que bah, c'est peut-être nécessaire de faire un petit travail sur l'irradiance volume pour essayer d'avoir un peu plus d'infos. On va faire ça. Là, ici, vous voyez que normalement, pour avoir de l'éclairage ici, il va utiliser cette light probe là. Donc il faut que cette light probe là ait de l'éclairage qui arrive dessus. Donc je vais le déplacer un petit peu, on va essayer comme ça. Voilà. Et donc là, vous voyez, c'est devenu légèrement bleu. Ici, grâce à cet éclairage-là. Donc vous voyez que c'est vraiment beaucoup de petits bidouillages pour essayer d'arriver à quelque chose d'intéressant. Il faudra parfois faire ce genre de choses pour que ça fonctionne. Mais c'est une option, vous avez cette possibilité d'essayer d'éclairer par des objets. Encore une fois, ça a ses limitations, mais en tout cas, ça existe. Dernière info, là, évidemment, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le ciel sera pris en compte dans le calcul. Là, vous voyez que si j'augmente l'éclairage du ciel, ça va avoir un impact globalement sur toute ma scène. Hein. De la même manière, si ici j'avais coupé complètement, si j'éteins le ciel, je refais un calcul, vous voyez que là, ça va d'autant plus avoir, on va d'autant plus avoir ce contraste au niveau des ombres. Donc il va vraiment prendre cet éclairage ambiant en compte. Maintenant qu'on a fini avec Eevee, on va passer à Cycle. Donc ici, je vais venir sélectionner dans mon moteur de rendu Cycle, à la place de Eevee. Pour l'instant, on ne va pas du tout changer ici les paramètres de Cycle, et donc c'est pas grave, vous verrez qu'on aura du grain, c'est pas forcément problématique pour ce qu'on va faire ici. On aurait moyen de résoudre ça, donc ça on verra plutôt ça dans la vidéo sur les moteurs de rendu. Donc ici, moi j'ai une lampe, j'ai ma point light qui est ici, et bah, j'ai forcément l'éclairage qui vient de mes objets que j'avais créé avant. Et c'est le gros avantage de Cycle, c'est que par défaut, il va être capable d'éclairer votre scène avec de l'illumination globale.
sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, j'ai pas besoin de créer d'importance volume, d'irradiance volume ou quoi que ce soit. Il va automatiquement être capable de gérer ce genre d'éclairage-là. Il va également prendre l'éclairage du monde, hein, donc ça, il le fait aussi automatiquement. Enfin voilà, donc vous allez avoir beaucoup de choses comme ça qui vont être faites automatiquement. Au niveau des lampes, alors on a la plupart des options qui sont les mêmes, mais on va avoir des petites spécificités. Donc on a la possibilité ici de gérer le nombre maximum de rebonds de la lumière. Alors là, vous voyez qu'on est à 1024, hein, c'est autre chose que les 3 de tout à l'heure. Donc là, on peut avoir des choses qui seront beaucoup plus précises en termes d'éclairage. Sinon, les autres paramètres, c'est la même chose. On a juste ici la possibilité de désactiver multiple importance. C'est pour savoir en fait la manière dont il va calculer l'algorithme qu'il y a derrière la lumière. Et principalement, là, le fait d'avoir coché ça, ça va limiter un petit peu le grain qu'on aura dans notre image, surtout au niveau du glossy, donc de ce qui va briller. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder forcément plus que ça. Ce qu'on a par contre, c'est la possibilité d'utiliser les nodes, donc de la même manière que pour les matériaux. Donc vous allez voir, je vais vous faire un petit exemple après, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Au niveau du soleil, pareil, pas trop de différence, hein, c'est exactement les mêmes options. Donc là, encore une fois, on a quelque chose de moins éclairé, hein, parce que sinon, c'est un peu cramé. Et donc vous voyez tout de suite que le résultat est très intéressant au niveau de la lumière. Les spots, pas de différence. Et au niveau des areas, vous avez juste ici la possibilité d'activer le mode portal. Alors ça, c'est, pour faire simple, c'est si vous êtes en train de faire un intérieur et que vous avez des fenêtres. Si vous essayez d'éclairer votre intérieur avec juste le ciel, par exemple, et le soleil qui se trouve à l'extérieur, vous risquez d'avoir un rendu d'éclairage qui sera très granuleux, vous aurez beaucoup de mal à l'éclairer comme vous voulez. Vous pouvez activer ce mode portal, qui en fait ne va plus faire d'éclairage vraiment, mais plutôt essayer de capter ce qui se trouve derrière lui pour le reprojeter sous forme d'éclairage dans la pièce. Donc là, c'est encore quelque chose de très spécifique, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus, mais en tout cas, vous savez que c'est pour récupérer l'éclairage qui vient d'une scène, pour le propulser, comme si c'était une lampe qui générait cet éclairage-là. Ça peut donner vraiment des rendus très très chouettes. Si vous êtes vraiment en train de faire un intérieur et que vous avez besoin d'avoir des fenêtres, je vous conseille d'utiliser ce fonctionnement-là. Surtout si vous avez une scène extérieure. Enfin voilà, si vous avez un extérieur qui produit de la lumière. Au niveau donc du node, je vais vous montrer, on va faire un petit test. Donc on va aller dans Shading, je vais vous montrer ce qu'on peut faire ici. Donc moi ici je vais faire une Area Light, je vais peut-être... Remarque, donc je vais faire une Point Light, tout aussi bien. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder ici sur le shader, voilà, il y a moyen de faire des choses très, très complexes par rapport à ça, mais ça dépasse un petit peu le cadre de cette vidéo qui reste quand même les bases. Mais ici, ce que je pourrais faire, c'est demander Use Node, et vous voyez qu'ici maintenant, il m'a mis un node d'émission. Alors ça, c'est la même chose ici que si sur un matériel, je venais faire Shift A et que je mettais un shader d'émission. Donc au lieu d'utiliser le BSDF par exemple pour faire les zones lumineuses que j'ai sur mon objet, j'aurais pu utiliser une émission. Alors vous verrez qu'on le fera tout à l'heure, hein, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Donc là il va utiliser ça, et l'avantage c'est que je vais avoir accès à pas mal de trucs par rapport à ça. Vous voyez que j'ai pas mal de nodes en fait que je pourrais utiliser. Donc moi je vais récupérer, je vous fais juste un petit exemple, je récupère le light pass, je vais récupérer la longueur du rayon. En fait la longueur du rayon, bah, c'est simplement la distance par rapport à la lampe, hein, que vous allez avoir au niveau de votre éclairage. Je vais diviser cette valeur, parce que là, elle est par défaut un peu grande. Donc je vais prendre ça et le diviser par 10. Donc ça, déjà, par défaut, si je le mettais, vous voyez que ça a déjà changé ici visuellement mon éclairage. C'est pas encore ce que je veux. Donc je vais venir prendre un color ramp pour pouvoir essayer de jouer avec ces valeurs-là. On va essayer de trouver... Ah, voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai maintenant la possibilité d'avoir deux choses différentes qui vont se baser sur la distance par rapport à la lampe. Alors là, pour l'instant, c'est encore un peu flou sur ce que j'essaye de faire, mais maintenant que j'ai ça, je vais aller dans Color, je vais prendre un mix RGB.
utiliser ça comme facteur, et ça va me permettre de demander à ce que ce qui est proche de la lumière soit éclairé en bleu et ce qui est loin en vert. Et donc voilà, ça vous permet comme ça d'avoir un éclairage qui va être qui va vraiment dépendre de la distance par rapport à votre lampe. Et vous voyez que si je la déplace, ça va automatiquement se générer de cette façon-là. Donc c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, ça peut permettre de faire des projecteurs, ce genre de choses, bon voilà. Je ne m'attarde pas ici, dans cette vidéo-ci, là-dessus, mais en tout cas, vous avez cette possibilité d'utiliser les nodes sur vos lampes. Alors ça, c'est le fonctionnement, je dirais, qui se rapproche vraiment beaucoup de Eevee. La seule différence, c'est qu'on n'a pas besoin de créer d'irradiance volume. Là où il va vraiment avoir un autre changement, c'est qu'étant donné que l'éclairage, on peut même baser les lampes existantes à partir d'un shader d'émission, ça veut dire que lorsqu'on va faire de l'éclairage, on va beaucoup plus facilement pouvoir se baser sur des objets pour créer l'éclairage de notre scène. Donc ça veut dire que je pourrais très bien juste prendre un plane, le mettre ici au-dessus, et lui créer un matériau. Et ce matériau, au lieu de lui donner un shader Principal BSDF, là encore une fois, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur les matériaux. Là, ici, à la place du Principal BSDF, qui est le shader par défaut, je vais venir sélectionner un shader émission. Alors, rien qu'en faisant ça, vous voyez tout de suite ce que ça me donne. Ici, je pourrais changer la couleur, si j'ai envie d'avoir une couleur ici un petit peu différente. On va partir sur un truc voilà, légèrement bleuté, par exemple. Je peux augmenter la force ou diminuer de cet éclairage. Donc, vous voyez, vous pouvez l'allumer et l'éteindre. Et alors là où c'est très intéressant, c'est que ça peut vous permettre d'avoir un éclairage qui va avoir vraiment des formes particulières. Vous pouvez très bien prendre un donut. Alors là, du coup, je vais effacer peut-être mon point light, comme ça on va partir de ça. Donc ici, je crée un donut. Je vais diminuer sa taille. Et je lui mets un shader en émission. Et ça me permet d'avoir un éclairage qui se fait comme ça. Alors, vous remarquez tout de suite que c'est très compliqué pour lui, c'est-à-dire que là, on commence à avoir vraiment beaucoup de grains, donc dès que vous allez utiliser des objets pour créer l'éclairage, sachez qu'il va falloir booster les samples, il va falloir augmenter un petit peu le nombre de calculs pour avoir quelque chose de beaucoup plus lisse. Là, moi, ici, je vais essayer de résoudre le problème, pour l'instant, en activant peut-être juste le denoising du viewport. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc ici j'ai activé le denoising, alors c'est pas parfait, hein, parce que j'ai pas encore assez de samples, mais voilà, ça permet de voir ici directement un résultat qui est quand même un petit peu plus propre. Donc vous voyez que je vais pouvoir comme ça avoir des objets vraiment avec des formes spécifiques qui vont éclairer ma scène. On pourrait imaginer que ça pourrait être éclairé avec des particules, ça pourrait être éclairé vraiment avec beaucoup de choses. Alors il y a une chose que j'ai pas montré au niveau de l'éclairage, c'est le fait que ça influence également les volumes. Donc ça marche à la fois en Eevee et en cycle, hein, bien évidemment. On aura l'occasion, je pense, voilà, je ferai forcément une vidéo à un moment sur les volumes et pour expliquer un petit peu le fonctionnement, parce que c'est très particulier, surtout dans Eevee. Donc on essaiera de voir ça spécifiquement, mais en tout cas vous savez qu'au niveau de l'éclairage, forcément les deux vont interagir ensemble, et l'éclairage va influencer les volumes, donc tout ce qui est fumée, brouillard, etc., de la même façon. Voilà, donc ici, au niveau de l'éclairage, il n'y a pas forcément, en tout cas au niveau des bases, pas forcément grand chose de plus à voir, donc vous avez vraiment moyen de faire des choses très intéressantes en cycle, au niveau de l'éclairage, et même en Eevee, hein, au final. N'hésitez pas en cycle à utiliser les objets. Je vous dis, vous avez vraiment moyen d'avoir un éclairage qui va être beaucoup plus intéressant qu'en utilisant juste les simples lampes. Et c'est aussi parce que vous allez avoir les reflets. Là, ici, mes objets étaient pas très réflectifs, mais si j'augmente ici les reflets, c'est-à-dire que si je demande d'avoir les reflets ici de mon élément dessus, on aurait ici, je sais pas si je suis en train de changer le bon, non. Donc ici je vais diminuer ça, voilà. Vous voyez que du coup j'ai les reflets aussi qui correspondent à mon éclairage
Et donc ça permet d'éviter d'avoir des reflets comme ça qui sont pas forcément toujours très jolis. Si vous êtes en train de faire voilà, je sais pas, un rendu avec une voiture, vous voyez qu'ici j'ai le rendu, j'ai les reflets aussi du plane qui se trouve ici au-dessus et qui est clair. Voilà, je vais pouvoir avoir des choses comme ça qui sont très 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 chouettes au niveau de l'éclairage. Il nous reste une dernière chose à voir au niveau de l'éclairage dans Cycle. On avait vu dans Eevee la possibilité de mettre une image HDR pour influencer l'illumination globale. Eh bien, dans Six, on peut aller encore plus loin. Si vous, ici dans Shading, si je viens utiliser... Donc ici, encore une fois, hein, je vous rappelle qu'on est ici dans l'onglet World. Donc on a pour l'instant une couleur. J'ai enlevé les lampes. Si ici, je viens sélectionner une image... Encore une fois, je le refais Shift 1, texture, environnement de texture. Donc ça, c'est ce que j'ai ici. J'ai déjà préconfiguré ici une image. Si je prends cette image-là et que je le mets sur le color, voilà ce qui se passe. Il va être capable d'utiliser cette image-là pour faire le rendu. Et surtout, contrairement à Eevee, il va être capable de faire des ombres réalistes par rapport à ça. Donc si je reprends une autre image, par exemple ici le studio, vous voyez que je me retrouve avec des vraies ombres qui proviennent des spots qui sont présents ici dans l'image. Encore une fois, l'image n'est pas super bonne qualité, donc voilà, c'est limité, mais en tout cas, vous avez cette possibilité d'utiliser des images ici. Bon, il y aurait des petites choses à configurer, parce que là, tout n'est pas encore parfait, mais en tout cas, c'est une possibilité d'utiliser des images pour éclairer vos scènes. Ça, je pense que voilà, je vous ferai peut-être une vidéo spécifique pour les images HDR. Ça sera plutôt un tuto plus qu'un cours. En tout cas, vous savez que c'est possible et que vous avez moyen de faire ça à partir d'une image. Donc, il ne faut surtout pas hésiter, surtout si vous êtes en train de faire du compositing, que vous avez besoin d'intégrer une image, un objet 3D dans un film, par exemple, ou une image. Et là, ça peut être intéressant, si vous avez la possibilité, de calculer, de faire une image HDR à 360 degrés à l'endroit où l'objet va être intégré, pour pouvoir avoir un éclairage qui va être cohérent par rapport à la scène. Vous n'aurez quasiment rien à changer au niveau de l'éclairage, ça va se faire un peu tout seul. En tout cas, vous aurez quelque chose qui sera quand même proche de ce que vous auriez dans la réalité. Donc voilà, ça fonctionne assez bien aussi, en cycle, en Eevee un peu moins, mais bon voilà, vous pouvez aussi l'utiliser, au moins pour les reflets, ça vous permet d'avoir quand même les reflets au niveau de l'HDR. Et voilà, donc là ici on a fait le tour ici de l'éclairage dans Blender, en tout cas pour tout ce qui est accessible pour les bases. Et on continuera donc avec le rendu et les deux moteurs de rendu, donc Eevee et Cycle, donc on verra un petit peu les propriétés qu'on peut modifier par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. A plus!